Chef de train! Quel est cet endroit? L'embranchement de McBee, monsieur. C'est un endroit bien éventé. Oui, monsieur, la plupart du temps. Et qui n'a pas l'air très engageant. Non, monsieur. Il fait généralement cet effet-là. Pleut-il toujours? Ça tombe à torrent, monsieur. Ouvrez la portière, je vais descendre. Vous n'avez, monsieur, que 3 minutes d'arrêt. Davantage, je crois, car je ne vais pas plus loin. Je croyais que vous aviez un billet pour le terminus, monsieur. C'est exact, mais pour moi, tous les terminus se ressemblent et je fais le sacrifice du reste. Je désire mes bagages. Si vous voulez bien venir au fourgon et me les montrer, monsieur. Seulement, soyez assez bon pour faire vite. Pas un moment à perdre. Les trains n'attendent pas. Tenez, chef. Ces 2 grandes valises noires dans le coin que vous éclairez, ce sont les miennes. Quel nom, monsieur? Barbox Frères, c'est écrit en lettres blanches. Ah, voilà, monsieur Barbox Frère. Écartez-vous, je vous prie. Le train va repartir. Oui, un mot encore. Il fait trop sombre pour que je consulte ma montre. Quelle heure est-il? 3 heures passées. Il fait grand vent, monsieur. Trois heures passées. Le vent souffle en tempête et je suis descendu à l'embranchement de McBee. Je me demande pourquoi. Et par quelle étrange impulsion. Peut-être parce que les embranchements sont à l'image de la vie. Un lieu où se croisent des convois remplis d'incertitude et de souffrance. Où s'en mêlent des rails qui ne semblent aller nulle part. Sur ce quai désert, sous la pluie, c'est ma propre existence que je regarde passer. Un enfant solitaire, un jeune homme enchaîné à un travail rebutant, l'éveil de la passion, le drame et la douleur. Et puis, première étape de ma retraite, l'embranchement de McBee. C'est à vous, monsieur, ces bagages? Ah, excusez-moi, je pensais à autre chose. Oui, les 2 valises noires sont à moi. Vous êtes un porteur? Oh, ça serait le même prix, monsieur, sauf que moi, je suis les lampes. Mais je peux toujours garer vos valises. Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris. Vous êtes les quoi? Les lampes, monsieur? Enfin, la personne qui entretient les lampes de l'embranchement. Ah, je vois. Alors, vous pourrez peut-être me renseigner. Y a-t-il ici un hôtel, une brasserie? Eh bien, d'un sens, il y aurait bien un buffet, mais c'est plutôt une chance qu'il soit fermé à cette heure-ci. Parce qu'en somme, s'il était ouvert, vous ne me conseilleriez pas d'y aller. Ce n'est pas à moi, fonctionnaire de la compagnie, de vous dire qu'il ne faut pas tâter de ce buffet, monsieur. Mais si je n'étais pas fonctionnaire de la compagnie, c'est plutôt le conseil que je vous donnerais. Je suppose que je trouverai à me loger en ville, car il doit bien y avoir une ville derrière cette gare. Pour sûr, monsieur. Et les porteurs? Ah, pas avant le 3h42, qui vient se ranger ici, vu que c'est un train d'excursion. Et ces trains-là sont toujours rangés dans les gares. Ils attendent que les excursions soient finies. Mais ne restez pas là, vous gelés, monsieur. Venez vous asseoir dans ma petite cabine en attendant les porteurs. Ce n'est pas grand, mais il y a un bon feu. C'est vrai qu'il fait très bon chez vous, monsieur. Monsieur Lampe, appelez-moi Lampe comme tout le monde, parce que je suis l'homme des lampes. Je les éteins, je les allume, je les garnis, je les entretiens. Alors, comme je ne m'occupe que des lampes, je suis Lampe. Oh, j'espère que l'odeur de l'huile ne vous incommode pas, monsieur. Beaucoup moins que le froid et la pluie, soyez-en assurés. Eh bien, m'en voilà bien aise. Et comme ça, tout le monde est content. Mais ne restez pas près de la porte. Asseyez-vous sur le banc contre le mur. Attendez, je vais pousser un peu mon pupitre. Je vous l'avais bien dit que c'était pas grand. Hein? Ça n'en est que mieux chauffé. Mais que vois-je sur ce pupitre, tous ces bouts de papier? Seriez-vous par hasard un écrivain, monsieur Lampe? Oh, ça serait beaucoup dire, monsieur. Même si ça y ressemble. Ça y ressemble fort. Et même ces lignes sur les bouts de papier. Seriez-vous un poète, monsieur Lampe?
Ça, monsieur, pardonnez-moi, mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, j'ai commencé à composer des chansonnettes comiques. Mais croyez-moi, il y a quelque chose de plus difficile que d'écrire des chansonnettes comiques. C'est de les chanter. Ah, il n'y a rien de plus dur ni de plus triste que de chanter des chansonnettes comiques à contre-cœur. J'avoue que je ne vous comprends pas, monsieur Lampe. Si vous n'avez pas envie d'écrire, pourquoi écrivez-vous? Et si vous n'avez pas envie de chanter, pourquoi chantez-vous? Mais d'abord, où les chantez-vous, vos chansonnettes? Dans des réunions de camarades, à la fête du pays, au cabaret? Non, monsieur. Au chevet d'un lit. Mais excusez-moi, voilà le train de 3h42 qui entre en gare. Je cours prévenir vos porteurs. C'est l'affaire d'un instant. Au chevet d'un lit? Porteur! Je ne me trompe pas, c'est bien ce qu'il m'a dit. Et pourquoi diantre au chevet d'un lit? Porteur! Par ici! À moins de rentrer ivre et de se chanter des chansonnettes à soi-même. Voilà vos porteurs, monsieur. 2 valises à porter en ville. Conduisez monsieur à l'auberge du Cheval Bleu. C'est bien. Elle est meilleure que l'hôtel où l'on couche dans des draps glacés. À tous mes remerciements, monsieur Lampe. Je suis votre obligé. Bonne nuit à vous, monsieur. Ou plutôt bon matin. Et aussi bon séjour. Quoique les embranchements, ce ne sont jamais des séjours. Des passages, plutôt, comme qui dirait. Seigneur Tout-Puissant, monsieur Barbox! Oh, comme vous voilà fait! Exactement le même que le jour de votre arrivée. Trempé comme une soupe. Mais tenez, entrez dans mon petit parloir, vous y serez mieux pour vous sécher que dans la grande salle. On dirait qu'il pleut souvent à Mugby, Mrs. Collins. Si vous vous mettez ça dans la tête, vous allez nous quitter. Oh, ma chère Madame Collins, attendu qu'il pleut dans toute l'Angleterre, par manière de, disons, de privilège national, avouez que j'aurais mauvaise grâce à considérer Mugby comme une exception. Par conséquent, s'il pleut autant à Mugby qu'à Londres, York ou Manchester, pourquoi quitter Mugby? Voilà qui est gracieusement raisonné, monsieur Barbox. Seulement, dans les grandes villes, vous trouvez des distractions. Et vous voulez me dire quelles sont les distractions à Mugby, surtout quand il pleut comme aujourd'hui et qu'on n'a pas des occupations habituelles pour faire passer le temps? Madame Collins, considérez, je vous prie, que n'avoir pas ces occupations habituelles est déjà un commencement de distraction. Considérez que la pluie, vue du dehors, change agréablement de la pluie vue du dedans, et que les rues, même éventées et mouillées, ont une supériorité sur l'intérieur mélancolique d'une maison. Monsieur Barbox, je suis prête à considérer tout ce que vous voudrez, à condition que ça ne soit pas au détriment de votre santé. Oh, au respect que je vous dois, vous avez l'air d'un mât de navire par gros temps. Vous ruisselez de partout. Ah, tenez, donnez-moi, je vous prie, votre manteau. Oh, mais ma parole. Mais il a doublé de poids avec toute l'eau qui est tombée dessus. Vos galoches. Oh, Elsie va vous chercher vos pantoufles. Elsie! Elsie! Oh, sauf de n'être jamais là quand on l'appelle. Elsie est une perfection. Tenez, mettez-vous près du feu en attendant. Et dites-moi ce que je vais vous servir. Quelque chose qui vous réchauffe. Un beau taudis. Rien de tel qu'un grog brûlant, croyez-moi. Et vous voudriez que je quitte Mugby quand j'y suis si bien soigné? À Dieu ne plaise. Et toutes ces bénédictions sur vous, Madame Collins. Vous êtes bien bonne. Oh, moi que l'idée. Oh, bon, je me conduis comme une chrétienne, c'est tout. Non, il faut s'aider dans la vie. Dans les petites choses comme dans les grandes. Elsie! Elsie, ah, te voilà, ma fille. Ben, accroche-moi tout ça, sèche-moi tout ça, et va dire à la cuisine de préparer un taudis pour Monsieur Barbox. Et pour moi, un thé bien noir. Et pour nous deux, une quantité de rôti. Ah, et puis apporte-nous tout ça ici, hein. Si vous me permettez de m'asseoir à votre table, Monsieur Barbox. À la vôtre, voulez-vous dire, Madame Collins? Oh, Monsieur Barbox, dans une auberge qui se respecte, les patrons sont toujours à la table des clients. Oh Dieu, cette pluie, l'entendez-vous? Oui, je l'entends. Et j'entends même des voix dans la pluie. Pas vous, Madame Collins? Ça ne vous arrive jamais? Des voix? Oui. Ah oui, peut-être. La nuit, surtout. C'est une compagnie que la pluie. Elle fait penser aux disparus. Quelquefois, je crois entendre Feu Collins. Oh, c'était un mauvais mari, tout le monde vous le dira. Jaloux, brutal, buveur. Eh ben, on n'a pas idée comme la pluie améliore les défunts. J'ai idée qu'avec la voix des gouttières, il me chuchote « Repose-toi, repose-toi », alors que de son vivant, il trouvait que je n'en faisais jamais assez. Est-ce que vous entendez la voix de votre frère la nuit, Monsieur Barbox? De mon frère? Mais je n'ai pas de frère, Madame Collins. Ah? Oh ben, pardonnez-moi, je croyais...
C'est à cause de vos valises noires avec Barbox Frères peint dessus en blanc. Madame Collins, je vais tout vous dire. Barbox Frères, c'est le nom d'une firme d'agents de change pour laquelle j'ai travaillé jusqu'à ces dernières semaines. Et oui, d'abord comme petit employé, puis comme homme de confiance, puis comme associé, puis comme patron. Mais une fois arrivé là, j'avoue que le courage m'a manqué. J'ai dissous l'affaire et pris ma retraite. Un peu tôt, peut-être. Mais j'étais là de mon bureau, de ce sombre repère encaissé dans l'angle d'une horrible cour de Lombard Street. Il y a un moment où les murs vous écrasent, vous et vos vieux chagrins. Vive les promenades sous la pluie, Madame Collins. Oh, vous parlez comme quelqu'un qui n'a pas été heureux, monsieur. Jackson. Mon nom est Jackson. Enfant naturel, mais reconnu, Madame Collins. J'espère que cet aveu ne vous choque pas. Ce qui me choque, c'est la peine que vous avez pu en avoir. Tenez! Et ben voilà qui va nous changer les idées. Votre grog bien épicé et monté bien noir. Et la paix de Dieu sur le monde. Que Dieu vous protège, vous surtout, Madame Collins. Qui protège les orphelins, les perdus en mer et les infirmes. Les infirmes, dites-vous? Mais en connaissez-vous dans cette ville? Ah, bah je connais Phébé. Madame Collins! Madame Collins, on vous demande. Ah, bah bon, j'y vais. Excusez-moi de vous laisser, Monsieur Jackson. Elsie, va nous voir si Monsieur Jackson a besoin de toi. Mais oui, Elsie, Jackson est mon nom. Ne me regardez pas d'un air si étonné. Le nom de Barbox sur mes valises est le nom d'un établissement que je dirigeais. Mais, puisque vous êtes une enfant du pays, ce que j'ai cru comprendre, pourriez-vous me donner un renseignement? Ah, si c'est possible, je demande pas mieux, monsieur. Elsie, connaissez-vous Phébé? Si je la connais? Ah, je crois bien. Comme tous les gens du quartier au-dessus de la gare. N'habiterait-elle pas elle-même dans un des cottages au-delà du pont? Au cours de mes promenades, j'ai cru apercevoir une jeune fille couchée sur un lit, tout près de la fenêtre. Ah, c'est Phébé, monsieur. Ah, y a pas à se tromper. Phébé a eu un accident quand elle était toute petite. Oui, elle a le dos cassé. Jamais elle a pu s'asseoir. Et elle n'a pas de famille? Oh, que si, monsieur. Elle a son père qui travaille à l'embranchement. Elsie! Elsie! Excusez-moi, monsieur, mais Madame Collins a besoin de moi. Voilà, Madame Collins. Vous ne désirez plus rien, monsieur Monsieur Jackson? J'emporte tout? Faites, Elsie, je n'ai besoin de rien. Les voix dans la pluie, les visages dans le feu. Depuis combien de temps n'ai-je pas tisonné un feu? Allons, Jackson, puisque tu as dévoilé ta médiocre identité, va effacer le nom de Barbox de tes valises. Et demain, tu iras voir à l'embranchement comment se porte ton ami Lampe. Quiconque donne l'adresse du cheval bleu ne peut être qu'un ami. Seulement, je n'ai guère de chance avec Lampe. Je n'ai jamais pu le rencontrer de nouveau depuis le soir de mon arrivée. Le monsieur pour nulle part est arrivé par hasard. Il est descendu du train. Il repartira demain. C'est toi, Elsie? Entre. Mademoiselle Phébé, je vous prie de m'excuser. Je viens de la part d'Elsie qui est retenue à l'auberge et qui m'a prié de la remplacer afin de vous demander si vous avez besoin de quelque chose. Je me nomme Jackson. Je suis descendu au Cheval Bleu voici quelques jours déjà. Entrez, monsieur, vous êtes le bienvenu. Mais bien que je ne vous connaisse pas, je vous connais bien. C'est vous qui passez devant ma fenêtre chaque fois que le temps le permet et qui me saluez en ôtant votre chapeau. L'agrément de ma promenade est en effet de vous apercevoir ainsi à votre fenêtre et si sereine. Et je me posais une question à votre sujet. D'après le mouvement de vos mains, il me semblait que vous jouiez de quelque instrument de musique dont le son n'arrivait pas jusqu'à moi. Il est singulier que vous ayez eu cette pensée, monsieur, car il m'arrive bien souvent d'imaginer des airs lorsque je travaille, et je les fredonne en remuant mes fuseaux. Car, vous le voyez, je fais de la dentelle sur un coussinet. Vous semblez avoir des connaissances musicales, cependant. Comment le saurais-je?
Il me semble pourtant que je pourrais jouer des airs si je disposais d'un instrument. Mais comment le savoir? Et votre voix est musicale, je vous ai entendu chanter. Ah, avec mes petits élèves? Oh oui, si on peut appeler cela chanter. Et j'en parle comme de mes élèves, si c'est cela qu'on peut appeler enseigner. Disons que les enfants du voisinage viennent apprendre ici quelques rudiments. Et qui vous a donné l'idée de cet enseignement musical? J'ai lu dans un des journaux que m'apporte mon père qu'il existe un système d'enseignement par le chant. Mais je ne suis pas sûre de l'employer comme il faudrait. Je me console en me disant que je suis une fauvette qui fait la classe à des rouges-gorges. Et vous ne vous ennuyez jamais, bien qu'allongé? Peut-être aimerais-je parfois m'asseoir dans mon lit pour voir comment serait le paysage si je pouvais tenir ma tête droite. Mais c'est une idée bien sotte, car ce que je vois est si beau. Et je l'ai pensé moi-même en me promenant par ici. Tous ces fils de voies ferrées, avec leurs bouffées de vapeur qui changent si vite de place. Je pense aux gens qui peuvent vraiment aller où ils veulent pour leurs affaires ou pour leur plaisir. Il y a aussi le grand embranchement. Je ne le vois pas car il est au pied de la colline, mais je l'entends. Je sens tout le temps qu'il est là. Il me semble qu'il me relie en un sens à je ne sais combien d'endroits et de choses que je ne verrai jamais. Vous le voyez, monsieur, je ne suis pas l'invalide que vous pensiez et je me trouve très bien lotie, en vérité. Vous avez une heureuse disposition, Miss Phoebe. Vous devriez connaître mon père, monsieur. C'est lui qui a une heureuse disposition. Mais ne vous éloignez pas, surtout, il me semble entendre son pas dans l'escalier. Vous n'êtes vraiment pas un intrus, croyez-moi. Attendez. Oh, mais c'est le voyageur pour nulle part. Mais c'est Lampe! Est-ce possible? Comment allez-vous, Lampe? Et comment allez-vous vous-même, monsieur Barbox? Me voilà toute surprise, comment vous vous connaissez? J'ai été vous rendre visite, Lampe, une demi-douzaine de fois au moins depuis l'autre nuit, mais sans jamais vous trouver. On me l'a dit, monsieur, on me l'a dit. On a bien remarqué que vous veniez souvent à l'embranchement sans jamais prendre un train. Et c'est pour ça qu'on vous a surnommé le voyageur pour nulle part. Oh, pas d'offense, j'espère. Pas la moindre. C'est là pour moi un nom tout aussi bon qu'un autre. Mais puis-je vous poser une petite question à part? Je devine que vous avez envie de visiter notre maison. Si Phoebe le permet. Allez, allez, je suis bien assurée que vous n'en avez pas pour très longtemps. Ainsi, Lampe, c'était cela. C'est dans cette chambre là-haut, le chevet, où vous veniez chanter vos chansons. C'est là, en effet, monsieur, vous l'avez deviné. Voyez-vous, ma fille ne s'est jamais assise dans son lit. Sa mère était sujette à des crises, la pauvre femme, et n'avait jamais osé me l'avouer. Au cours d'une de ces crises, elle a laissé tomber Phoebe, qui avait tout juste 14 mois. Et cela, monsieur, c'est le parloir qui me sert en même temps de chambre. Ah, oui. Au rez-de-chaussée, c'est bien commode pour ne déranger personne, car les heures de mon travail sont surtout nocturnes. Mais le cœur de la maison, c'est la chambre de ma fille. Remontons, voulez-vous? C'est au fait que tu as visité notre palais, Phoebe. Mais qu'en y faisant un saut pour te voir, j'y trouve Monsieur Barbox frère, il y a de quoi s'émerveiller. Je m'émerveille tellement qu'il faut que je m'administre... Ah oui, un tourniflon. Mon véritable nom n'est pas Barbox, Lampe. De plus en plus surprenant, car moi, je ne vous ai pas dit le mien. De grâce, n'en faites rien. Que signifie un nom? Vous le voyez bien en ce qui me concerne. Lampe me suffit. C'est un nom reluisant et expressif. Comme moi, monsieur, après mon tourniflon. Quand j'ai passé mon mouchoir en boule sur une joue, puis sur l'autre, puis sur mon nez, puis sur mon front, puis sur l'envers de chaque oreille, c'est ça, monsieur, que j'appelle un tourniflon. Il me semble que je prends comme mes lampes un brillant remarquable. Je fais ça quand je me sens particulièrement émoustillé. Ce soir, je le suis. Et pourtant, vous devez être fatigué. Oh oui, mon père travaille très durement, des 14, 15 et 18 heures par jour. Mais vous-même, mademoiselle Phoebe, avec votre école et votre dentelle, vous êtes bien occupée aussi. Bah, je fais tout cela avec amour et en chantant, ce n'est pas du travail. Tout est musique pour ma fille, monsieur Et Barbox. pour vous aussi, à ce qu'il semble. Seulement, vous n'entendrez jamais chanter mon père, monsieur. Il ne chante que pour moi.
C'est un poète, mon père. Ah, ma chérie, rien que pour avoir entendu ça... il faut que je m'administre un dernier tourniflon. Excusez-moi, mais... Là, j'oublie rien. Ah. Est-ce que je brille bien, monsieur? Prodigieusement. Alors, ce serait peut-être le moment de retourner au travail. J'étais venu pour t'apporter ces livres et ces journaux, ma chérie. Merci. Voyez-vous, monsieur Barbox, c'est comme ça que les choses se passent. Tantôt, le chef de train me dit « Tiens, te voilà, Lampe, j'ai mis le journal de côté pour ta fille. Comment va-t-elle » Ou bien c'est le postier qui m'appelle « Ouais, Lampe, attrape, voilà 2 bouquins pour ta fille. Est-elle toujours au même point ?» Comprenez? Et c'est ça qui me fait doublement plaisir. Il pense à elle. Tout le monde pense à Phébé. Il n'y a pas une personne du voisinage qui ne vienne se confier à Phébé. Pour un chagrin ou pour une joie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Au revoir, mademoiselle Phébé. Si vous me permettez de venir au cours d'une de mes promenades. Tant qu'il vous plaira, monsieur. Au revoir, Phébé. Au revoir. Pauvre monsieur Jackson. Je le sens si triste, si seul. Sans doute a-t-il un secret. Mais comment faire pour l'aider? Madame Wilson, je ne sais comment m'excuser. Je suis restée absente plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Il n'y a pas de ma faute, croyez-le. À l'approche des fêtes, les magasins regorgent de monde. J'avais absolument besoin de ces cahiers de musique et j'ai dû attendre un long moment avant de pouvoir me faire servir. Vous êtes bien pâle, Madame Tresham. Je crains que cette course vous ait beaucoup fatiguée. Ne voulez-vous pas vous asseoir pendant quelques instants avant de monter chez vous? Suis-je vraiment si pâle? Pourtant, j'ai couru. Pâle? Dirons-nous comme quelqu'un qui a vu un revenant. C'est curieux que vous disiez cela. En effet, j'ai vu... Plutôt, j'ai cru voir un revenant. Mais c'est une histoire passionnante. Un revenant en plein jour. Asseyez-vous, Madame Tresham, et prenez quelques gouttes de mon cordial. Je l'ai fait moi-même. Il est souverain contre les chocs de toute nature. Vous êtes bien bonne et je vous remercie, Madame Wilson, mais je me sens incapable d'avaler quoi que ce soit. Je voudrais monter auprès de mon mari. Comment est-il? Comme d'habitude, comme un homme qui se ronge. Que va devenir sa librairie s'il se laisse aller ainsi? Avec seulement les leçons de musique, vous ne suffirez pas à vos dépenses. Que cela ne vous inquiète pas, Madame Wilson. Nous avons au magasin un commis intelligent et dévoué. Moi-même, j'ai de bonnes leçons. Qu'allez-vous chercher là? Je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour vous, pour Monsieur Tresham. Vous devriez faire venir un médecin. Monsieur Tresham n'est pas dans un état normal. Il est encore jeune. Je devrais dire, dans la force de l'âge, s'il n'était pas si faible. Je comprends que vous soyez toujours inquiète quand vous devez vous absenter pour des courses prolongées. Et si vous-même, vous vous mettez à voir des fantômes, où irons-nous, Madame Tresham, où irons-nous? Ce n'était point un fantôme. Disons quelqu'un que je n'avais pas vu depuis bien longtemps. Mais pour en revenir à mon mari, puisque vous avez eu la bonté de vous occuper un peu de lui en mon absence, a-t-il beaucoup réclamé Polly? Mais il ne fait que cela, figurez-vous. Comme s'il allait la perdre, parce qu'elle n'est pas continuellement sous ses yeux. C'est que nous avons déjà perdu 2 petites filles. Elles sont mortes à l'âge de Polly. Alors, n'est-ce pas, il craint pour celle-ci, c'est tout naturel. Peut-être n'habitiez-vous pas dans un endroit sain. Ici, l'air est excellent. Si près de la mer, c'est bon pour les enfants. La petite librairie de votre mari se trouve dans un endroit très sain. Et vous ne donnez vos leçons de musique que dans de très beaux quartiers. Je ne parle pas de cette maison. L'appartement que je vous loue au premier étage donne sur un jardin où Polly peut jouer autant qu'elle veut. Je ne comprends pas qu'il se tourmente à ce point. Polly est une petite fille très vivante, très gaie. Ses petites sœurs l'étaient aussi. Là, Madame Tresham, remettez-vous. Quand ses petites camarades la ramèneront, la pauvre enfant verra que vous avez les yeux rouges. Vous avez raison. Avant d'entrer dans la chambre de mon mari, je passerai un peu d'eau sur mes paupières. Que faisait-il quand vous l'avez quitté? Lisait-il? Non. Il avait approché son fauteuil de la fenêtre et regardait au dehors. Il était comme quelqu'un d'inquiet qui guette. Je lui ai dit, par manière de plaisanterie bien entendu, « Monsieur Tresham, vous auriez tué quelqu'un que vous ne seriez pas davantage sur le qui-vive. » Savez-vous ce qu'il m'a répondu? « Il y a bien des manières de tuer les gens sans servir d'un couteau. » Et il a ajouté, « Combien de gens qui passent dans la rue ont un meurtre sur la conscience et personne ne s'en doute. » Là, entre nous,
Est-ce que ce sont des réponses à faire? Je puis vous assurer que mon mari n'a tué personne, Madame Wilson. Je le crois volontiers, Madame Tresham. Mais heureusement que vous avez affaire à une personne comme moi. Il y a beaucoup de gens moins éduqués qui se poseraient des questions. Entre votre mari avec ses crimes et vous avec vos fantômes, Polly a du mérite à rester une joyeuse petite fille. Eh bien, Phébé, me voilà de retour. Comment allez-vous, chère Phébé? J'espère que vous n'avez pas cru que je vous oubliais. Et pourquoi aurais-je cru cela? Je m'étais mis en tête que vous ne me feriez pas confiance. Ne pas vous faire confiance? S'est-on tant défié de vous? Je crois que je pourrais répondre oui, mais peut-être me suis-je montré défiant, moi aussi. Peu importe pour le moment. Nous avions parlé de l'embranchement la dernière fois que je vous ai vu. J'y ai passé depuis de longues heures. Deviendriez-vous maintenant un voyageur pour quelque part, monsieur Jackson? Pour quelque part, certainement. Pour où? Je ne le sais pas encore. Vous ne devineriez jamais pourquoi je voyage. Vous le dirai-je? Je voyage pour fuir mon anniversaire. Voilà qui est étrange. N'est-ce pas? Je suis à moi-même un livre incompréhensible dont les premiers chapitres ont été arrachés et jetés. Mon enfance n'eut pas le charme de la jeunesse, alors qu'attendre d'un livre dont le commencement est égaré? Sans doute ne m'étais-je pas trompé en pensant que vous aviez eu un grand chagrin. Oui. Et je sens en moi quelque chose qui se détraque lorsque j'en parle. Disons que j'ai jadis placé ma confiance en une personne de votre sexe et que j'ai récolté une amère trahison. Et vous cherchez à fuir ce souvenir? J'ai cru qu'en un endroit où tant de routes se croisaient, je trouverais celle qui m'emmènerait le plus loin. Combien de lignes voyez-vous de votre fenêtre, Phébé? 7. Eh bien, je me propose de réduire le nombre de lignes en gros à ces 7-là, au profit d'une seule qui me paraîtra la plus prometteuse, et de choisir cette dernière. Et comment saurez-vous quelle est la plus prometteuse? Par manière d'information, Phébé. Voyez tout ce que votre père apprend des uns et des autres dans cet embranchement. Je puis moi-même, et pour des motifs différents, me renseigner sur beaucoup de choses. Il faut que le voyageur pour nulle part sache à quoi s'en tenir sur autre part, jusqu'à ce qu'il sache à peu près à quoi s'en tenir sur le terminus de chaque ligne. Et je viendrai vous soumettre le résultat de mes investigations. Je suis sûr que votre père et vous saurez démêler ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Ce sera une vraie récréation, monsieur Jackson. Parfait. Voilà une première faveur accordée. Mais j'en ai une autre à vous demander. Voulez-vous fermer les yeux Certes. et les garder fermés le temps que j'aille chercher derrière la porte quelque chose que j'y ai laissé en venant? Sur votre honneur, vous n'ouvrirez pas les yeux avant que je vous l'ai permis. Non, sur mon honneur. Bien. Puis-je prendre pour une minute votre coussinet de dentelle? Ah, vous m'intriguez beaucoup, monsieur Jackson. Et maintenant, dites-moi, avez-vous vu d'ici les bouffées de fumée et de vapeur que l'Express d'hier a lancées sur la voie numéro 7? Celle-là, là-bas, derrière les ormes et le clocher? Celle-là même, oui. Oui. Je les ai vus se dissiper dans les airs. Elle n'exprimait rien de particulier? Non. Ah, c'était pas flatteur pour moi, car j'étais dans ce train-là. Ah. Je suis allé chercher ceci. N'ouvrez pas encore les yeux, dans la grande ville industrieuse. Ce n'est pas moitié aussi grand que votre coussinet, et cela tient facilement et légèrement à la même place. Ces petites touches sont comme les touches d'un piano en miniature, et vous fournissez l'air requis avec votre main gauche. Puissiez-vous en tirer une musique ravissante, ma chère Phébé. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. À bientôt. Oh, que c'est beau. Un instant, monsieur Jackson. Restez près de moi pendant que je suis si émue, si heureuse. Et laissez-moi vous dire que selon moi, la voie qu'il vous faudra prendre, c'est la 7e. Oui, le jour de votre anniversaire. Mon cœur me le dit. Parce que... Parce que c'est celle qui m'a valu ce présent. Alors, pour l'amour de ce présent qui me sera toujours si cher, j'aimerais que vous la preniez pour tout le bien que vous m'avez fait, pour tout le bonheur que vous m'avez donné. Oui, si vous devez vraiment partir, monsieur Jackson,
que ce soit par la route qui m'a valu un si grand témoignage de tendresse. Et j'aurai le sentiment, quand je la regarderai d'ici, par la fenêtre, qu'elle vous conduira vers le bonheur et qu'elle vous ramènera un jour. Voyons si j'ai bien fait ma liste de cadeaux. Il ne s'agit pas d'oublier quelque chose. Un beau châle des Indes pour Madame Collins, des rubans pour Elsie, de grands mouchoirs pour les tourniflons de lampe, pour Phébé une couverture de laine blanche, de la musique et des livres. Ah non, en route mon ami, il n'y a pas de temps à perdre. Les allumeurs de réverbères sont à l'œuvre déjà et les boutiques scintillent. S'il vous plaît, monsieur, je suis perdue. Hein, quoi? Comment? Mais c'est une petite fille. Je crois que je suis vraiment perdue, monsieur. C'est pas possible. Si, monsieur, si. Où habitez-vous, mon enfant? Je ne sais pas où j'habite, monsieur, je suis perdue. Comment vous appelez-vous? Polly. Et quel est votre autre nom? Turlitz. Comment dites-vous, très vite? Non, monsieur, ce n'est pas du tout ça. Dites-le encore une fois, petite fille. Graden. Ah, cette fois j'y suis, c'est pas Dance. Oh non, monsieur, pas du tout. Essayons encore une fois, ma mignonne. Garatibé, Paris Tarbert. Bah, est-ce que par hasard, ce ne serait pas Tapis Tarvert? Oh non, monsieur, ce n'est pas ça. Mon Dieu, je crois bien que dans ce cas, il va falloir y renoncer. Mais je suis perdue, monsieur. Vous allez prendre bien soin de moi, n'est-ce pas? Perdu? Mais c'est moi qui le suis perdu. Que faire? Et vous, où habitez-vous? Par là, oui, dans cette direction. Est-ce que nous ne ferions pas mieux d'y aller? Ma foi, ça me paraît être le meilleur parti à prendre. Tenez bien ma main surtout, il ne s'agit pas de vous perdre une seconde fois. Hein. Nous allons dîner en arrivant, je suppose. Ben oui, bien sûr, je pense en effet que nous pourrions dîner. Aimez-vous dîner? Maintenant que vous m'y faites penser, je crois, oui, je crois que je l'aime. Moi, j'aime beaucoup dîner. Avez-vous des frères et des sœurs? Ah non, non, je regrette. Et vous? J'avais 2 petites sœurs, mais elles sont mortes. Oh, je suis désolé. Moi de même. Seulement, je ne les ai pas beaucoup connues. Qu'est-ce que vous allez faire pour m'amuser après dîner? Sur mon âme, Polly, vous me voyez tout décontenancé, je n'en ai pas la moindre idée. Ça ne fait rien parce que je vais vous le dire. Avez-vous des cartes chez vous? Ah, des quantités. Enfin, peut-être que je me vante un petit peu. Très bien. Alors, je construirai des châteaux et vous me regarderez. Mais il ne faudra pas souffler, vous savez, et pas même respirer. Et là, comme demandez-vous, ne pas souffler, ne pas respirer. Mais je vais devenir tout bleu, moi. Vous êtes un drôle d'homme, vous savez. Et les histoires? Est-ce que vous savez des histoires? Non, Polly. En somme, vous êtes joliment ignorant. Et je le reconnais. Aimeriez-vous que je vous apprenne une histoire? Mais il faudra vous la rappeler, vous savez, pour pouvoir la raconter à quelqu'un d'autre. Bien sûr, Polly. Mais voici mon hôtel. Je crois qu'il va falloir que je m'occupe sérieusement de vous pour qu'on vous retrouve. N'oubliez pas que vous êtes perdu. Mais d'abord, je veux dîner. Très bien, nous allons dîner. J'espère que vous n'avez pas d'objection à un cabinet particulier. C'est votre petite fille, monsieur? Non, elle n'est pas à moi, c'est une petite fille perdue. Oh. Quelqu'un sera-t-il assez bon pour avertir la police que cette petite fille est ici en sécurité et que je me charge d'elle jusqu'à ce qu'on vienne la chercher? Elle s'appelle Polly. Je ne voudrais pas qu'on vienne me chercher maintenant parce que j'ai faim et je voudrais dîner. Ah, un instant, mademoiselle Polly, un instant. Je vois, Polly, que vous avez un don particulier pour obtenir ce que vous voulez. Moi non plus, je ne suis pas pressé pour qu'on vienne vous chercher. Garçon, Oui? vous nous servirez à dîner dans le petit salon attenant à ma chambre et vous y allumerez un bon feu. Oui. Que voulez-vous pour votre dîner, Polly? Je voudrais de la soupe, mais pas beaucoup. Et je voudrais de la viande avec beaucoup de sauce. Et je voudrais un grand pudding au riz avec des raisins. Et de la crème à la vanille. Garçon, vous apporterez tout cela et aussi quelques coussins pour surélever mademoiselle Polly. Et j'aimerais bien les cartes auprès de moi pour faire des maisons et des châteaux tout de suite après mon dîner. Ah, Je vais m'en occuper.
Attention, Polly, si vous vous balancez en arrière, vous allez tomber dans le feu. Allons tout doux, Polly, vous allez vous étouffer, ma chérie. Je crains que nous soyons environnés d'affreux dangers. Vous ne mangez pas, vous? Ah, à vrai dire, je n'ai pas très faim, Polly. Alors à quoi pensez-vous? Vous n'arrêtez pas de me regarder. Je reconnais, Polly, que j'ai dû à maintes reprises vous regarder quelque peu fixement. Pourquoi me regardez-vous fixement? À la vérité, je ne saurais dire pourquoi. Non, je ne sais vraiment pas pourquoi, Polly. Il faut que vous soyez bien nigaud pour faire des choses comme ça sans savoir pourquoi. C'est sans doute que je me dis en vous regardant, il est impossible que j'aie jamais vu cette jolie petite fille. Cependant, elle évoque je ne sais quel souvenir. Aurais-je rêvé d'elle? Mais dans quel rêve nostalgique? Je cherche, Polly. Et tout en cherchant, je ne puis m'empêcher de vous regarder. Mais si vous en avez fini avec votre pudding, nous pourrions nous installer sur le coin de la table et bâtir des châteaux. Avant qu'il soit fini, savez-vous qui va venir? Le garçon, pour desservir la table. Non, le marchand de sable. Parce que je crois que j'ai sommeil. Qu'allons-nous faire si vous avez sommeil? Personne n'est venu encore vous chercher. Alors c'est peut-être qu'on ne viendra pas me chercher ce soir. Mais puisque j'ai déjà dîné, rien n'empêche que je me couche et que je dorme, non? Ah, vous n'avez que de bonnes idées, Polly. Il y a justement à cet étage une excellente femme de chambre qui pourrait peut-être vous installer. Si nous sonnions cette femme de chambre, Polly. Quelle bonne idée! Sonnons, sonnons! Vous m'avez appelé, monsieur? Il s'agit de coucher cette petite personne qui a bien sommeil. On n'est pas venu la chercher. Rien de plus facile, monsieur. Je puis la prendre dans ma chambre qui est saine et confortable. Et vous veillerez bien à ce qu'elle ne tombe pas de son lit. Ah mon Dieu, quel bon chéri vous faites! Et quel poltron aussi! Est-ce que vous tombez de votre lit, vous? Ah non, pas d'habitude, Polly. Moi non plus. Maintenant, je vais vous embrasser pour le bon dîner, pour la bonne soirée et pour la bonne nuit. 3 fois. Venez, mademoiselle Polly. Oui, madame. Ah, Polly, si je savais seulement ce qu'évoque votre jolie petite figure et votre voix ensorcelante et vos charmantes manières. Pourquoi ai-je l'impression de vous connaître? Qui m'avez-vous rappelé quand vous avez levé vos yeux vers moi dans la rue et tendu votre petite main? À demain, ma chérie. Dormez. Dormez bien. Entrez. Monsieur Jackson? Vous? Monsieur Jackson, ne soyez pas sévère pour moi. Donnez-moi une parole d'encouragement, je vous en supplie, ne serait-ce qu'à cause de ma petite fille. Vous êtes la mère de Polly? Oui. C'est donc cela. Cette impression fugitive du déjà-vu. Cette ressemblance presque effacée. Vous ne m'auriez pas reconnu. L'image que j'ai gardée de vous était à l'abri des atteintes du temps. Bien des années ont passé, Béatrice. Moi, je vous ai bien reconnu. Ainsi, vous m'avez vu dans la rue et désigné à votre enfant. Oui. La petite a donc pris part à la tromperie. Il n'y avait pas de tromperie. Je lui ai dit, nous avons perdu notre chemin, et il faut que je retrouve le mien toute seule. Va trouver ce monsieur et dis-lui que tu es perdu. Je viendrai te chercher plus tard. Peut-être n'avez-vous pas songé combien elle est petite. Elle est très sûre d'elle-même. Mais peut-être justement parce qu'elle est très petite. Pourquoi avez-vous fait cela, Béatrice? Oh, monsieur Jackson, pourquoi me le demandez-vous? Simplement dans l'espoir que vous trouveriez dans mon innocente enfant de quoi adoucir votre cœur envers moi. Non seulement envers moi, mais envers mon mari. Je croyais que vous aviez émigré en Amérique. Oui, mais les choses ont mal tourné là-bas et nous sommes revenus. Vous habitez cette ville-ci? Oui, j'enseigne la musique ici. Mon mari est libraire. Êtes-vous... Excusez-moi de vous poser cette question, mais... Êtes-vous pauvre? Nous gagnons de quoi subvenir convenablement à nos besoins. Non, notre détresse ne vient pas de là. Mon mari est très très malade. Il est atteint d'un mal chronique dont il ne guérira probablement jamais. Et... Non. Vous interrompez. Si c'est faute du mot d'encouragement dont vous parliez tout à l'heure, recevez-le de moi.
Je ne puis oublier le vieux temps, Béatrice. Dieu vous bénisse pour cette parole, monsieur Jackson. Alors, contenez-vous, sans quoi je serais incapable de me contenir moi-même. Je ne puis vous dire combien vos larmes me bouleversent. Parlez-moi librement, ayez confiance en moi. Ce n'est pas que mon mari ait l'esprit dérangé par ses souffrances physiques, je vous assure qu'il n'en est rien. Mais dans sa faiblesse et sa certitude d'être inguérissable, il ne peut se libérer d'une idée fixe. Cette idée le ronge, imprègne d'amertume chaque moment de sa douloureuse existence, et sans doute l'abrégera. Parlez-moi librement, Béatrice. Ayez confiance en moi. Nous avons eu 2 enfants avant cette chère petite. Elles sont toutes les 2 couchées dans la tombe. Elles semblaient devoir vivre. Et puis elles sont mortes. Mon mari croit qu'elles ont été frappées par une malédiction qui flétrira Polly comme les autres. Mais quelle malédiction! Nous avons tous 2 sur la conscience la cruelle blessure que nous vous avons infligée. Et si j'étais aussi atteinte que l'est mon mari dans son corps, peut-être souffrirais-je autant que lui en esprit. Voilà ce qu'il me répète sans cesse. Je crois, Béatrice, que j'ai été le seul ami auquel M. Jackson ait jamais consenti à se lier, bien que je fusse plus jeune que lui. Plus il acquit d'influence dans la firme, plus il me fit monter en grade, et j'étais le seul à jouir de sa confiance. Je m'interposai alors entre vous et vous enlevai à lui. Nous fûmes tous 2 parfaitement discrets, et le choc le prit entièrement au dépourvu. L'angoisse qu'il provoqua chez un homme aussi réservé dut être terrible, et son ressentiment profond. C'est alors qu'une malédiction est tombée sur nos enfants, comme la gelée blanche en mai sur les premiers bourgeons. Et vous, Béatrice, que dites-vous? Jusqu'à ces dernières semaines, j'avais peur de vous. Je croyais que vous ne nous pardonneriez jamais. Jamais. Jusqu'à ces dernières semaines? Avez-vous donc changé d'opinion à mon égard au cours de ces semaines? Oui. Pour quelle raison? J'étais en train d'acheter quelques morceaux de musique dans une boutique de la ville, quand, à ma terreur, vous entrâtes. Tandis que je me réfugiais dans la pénombre au fond de la boutique, je vous entendis expliquer que vous vouliez un instrument de musique pour une jeune fille alitée. Votre voix et vos manières étaient tellement adoucies. Vous montrâtes tant d'intérêt dans le choix de l'objet, vous l'emportâtes vous-même avec tant de soin, de tendresse et de plaisir, que je sus combien vous aviez le cœur généreux. Oh, Monsieur Jackson! Monsieur Jackson, si vous aviez pu sentir quelle bienfaisante rosée se répandit alors sur ma détresse. Et vous, Béatrice, si vous saviez en quelle douce main se trouve ce simple jouet, les quelques notes qui s'en échappent m'accompagnent partout où je vais. C'est pas étonnant si, pressentant tout cela, je semblais heureux dans ce magasin. Et moi, je décidai alors de vous revoir. Je m'enquis dans la boutique de l'endroit où vous habitiez, mais je n'obtins aucun renseignement. Comme je vous avais entendu dire que vous rentreriez par le prochain train, sans que vous eussiez nommé votre destination, je résolus d'aller à la gare, vers la même heure, aussi souvent que possible entre mes leçons. Ma pauvre Béatrice. J'y suis allée très souvent, mais je ne vous ai revu qu'aujourd'hui. Vous méditiez tout en marchant dans la rue, mais la calme expression de votre visage me donna le cœur de vous envoyer mon enfant. Et quand je vous vis pencher la tête vers elle, je priai Dieu qu'il voulût bien me pardonner d'avoir courbé sous le chagrin cette même tête. Ne pleurez pas, Béatrice, tout cela est le passé. Oh non, non, à présent je comprends bien les choses. Dans ce temps-là, j'étais jeune, mon mari aussi, et dans l'ignorante dureté de cet âge, nous ne savions pas quel mal nous faisons à ceux que l'épreuve a mûris. Pardonnez-nous à tous 2, Monsieur Jackson. De grand cœur, Béatrice, apaisez-vous. Oh, merci, merci. C'est généreux de votre part de ne pas tirer avantage du crime que j'ai commis envers vous. N'en parlons plus, je vous en conjure. Dites-moi plutôt si vous pensez que Polly s'est endormie. Oui. Comme j'attendais pour frapper à votre porte, je l'ai aperçue qui montait l'escalier avec une femme de chambre. Et je l'ai mise au lit moi-même. Laissez-la moi demain encore, Béatrice. Et inscrivez votre adresse sur cette feuille d'agenda. Demain soir, je vous la ramènerai à vous et à son père. Oh, merci, merci. Je croyais que maman était venue me chercher hier soir, mon cher monsieur. C'est exact, Polly, mais comme vous vous étiez endormi sitôt couché, je lui ai demandé la permission de vous garder toute la journée et de vous ramener chez vous ce soir seulement. Ma parole, vous avez un fier toupet, mais je suppose qu'il faut tout de même que je vous embrasse, bien que vous ayez un fier toupet. Et maintenant, à
table. J'ai encore faim. Voilà du porridge, des œufs frais et des rôtis et du lait, Polly. Oh, c'est parfait. Et naturellement, vous allez m'amuser. Ça va de soi. Et qu'est-ce que nous allons faire? Dites-le-moi. Eh bien, je songeais... Mais d'abord, aimez-vous les chevaux, Polly? Les poneys, oui. Surtout quand ils ont de longues queues. Le cheval, je le trouve un peu bien grand tout de même. Oui. Eh bien, approchez-vous que je vous dise quelque chose à l'oreille. J'ai vu hier sur les murs, Polly, le portrait de 2 poneys à longue queue et tout pommelés. Non, non, pas possible. Tout pommelé? Si, tout pommelés et qui sautaient à travers des cerceaux. Non, non, ils ne sautent pas à travers des cerceaux. Mais si, je vous assure que si. Et ils mangent même des pâtés dans un tablier. Des poneys qui mangent des pâtés dans un tablier. Ça, c'est des craques. Mais non, sur mon honneur. Et ils tirent le canon. Hein? Et je pense que si nous allions, vous et moi, au cirque où je trouve les poneys, cela ferait du bien à notre constitution. Est-ce que ça signifie qu'on s'amuserait? Quel long mot vous dites? Oui, cela signifie qu'on s'amuserait énormément. En plus des poneys, on verrait des tas de choses merveilleuses, des éléphants, des lions, des tigres. Bien attachés au moins. Et personne n'a peur que les poneys tirent sur quelqu'un? Ils sont trop bien élevés. Et peut-être qu'après le cirque, nous pourrions faire un tour dans le magasin de jouets pour voir si nous ne trouverions pas par hasard une poupée. Pas habillé, non, non, pas habillé. Justement, si, tout habillé, avec une maison et tout ce qu'il faut pour le ménage. Quel chéri vous êtes. Venez que je vous embrasse. Ou bien c'est moi qui vais vous embrasser. Mais tout cela va être très lourd à porter. Oh, je veux que ce soit très lourd. Je veux que vous soyez très lourde de joie, de tendresse, de bonheur et de pardon, Polly, quand j'irai vous déposer moi-même ce soir dans les bras de votre papa. Alors papa guérira. Oui, Polly. Comme il n'aura plus de crainte, il guérira. Car si les malédictions réelles ou imaginaires font beaucoup de mal, il n'y a pas de meilleur remède que les bénédictions. Oh, mon cher monsieur Jackson, comme je vous attendais. Le temps m'a paru long en votre absence, et je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à me raconter. Mais mettez-vous bien en face de moi. Me trompais-je? Vous paraissez si heureux. Je suis heureux, en effet, Phébé. Et si je suis heureux, c'est parce que vous me l'avez prédit. C'est vous qui m'avez dit, lorsque je suis parti, que le 7e terminus de l'embranchement serait celui qui m'amènerait vers une conclusion heureuse après le grand malheur qui avait désolé ma vie. Du moins l'espérais-je de tout mon cœur, cher monsieur Jackson. Phébé, les espérances des anges font des réalités pour les humains. Et le hasard nous paraîtrait fabuleux si nous ne savions quelle main miséricordieuse le guide quelquefois. Sachez, Phébé, que ce modeste jouet est la cause d'un très grand événement. C'est parce que j'ai voulu apporter un peu plus de musique dans votre vie que l'harmonie est revenue dans la mienne. Cela ressemble fort à un conte, n'est-il pas vrai? C'est sans doute un conte. Et je puis préciser maintenant ce que je vous avais seulement laissé entendre. Il y a quelques années, une jeune femme à laquelle je n'apportais sans doute pas assez de bonheur pensa le trouver près d'un autre, plus jeune que moi. J'ai souffert de cet abandon. Il a ravagé ma vie et pendant longtemps desséché mon cœur. Oh, cela, je ne puis le croire. Il le faut, Phébé, c'est la vérité. Je crus que ceux qui m'avaient quitté vivaient heureux à l'étranger. Or, ils résident dans la ville où je suis allé sur votre conseil. La jeune femme m'avait reconnu dans le magasin où j'achetais le jouet pour vous, et grâce à cette rencontre, put me retrouver. Ni son mari, ni elle n'étaient heureux malgré leur adorable petite fille qui se nomme Polly. Et leur bonheur, ils ne pouvaient l'obtenir que de mon consentement. Je le leur ai donné. Soyez béni, monsieur Jackson. Je le suis, puisqu'au lieu d'être seul, j'ai en quelque sorte retrouvé une famille. Car le pardon, je le vois bien, ouvre toutes les portes et réunit tous les cœurs. Vive Mugby, Phébé! C'est vraiment l'endroit le plus fou de la terre. Les employés de la compagnie y écrivent des chansons et leurs filles sont des anges musiciens. Pourtant, d'après ce que vous venez de me dire, vous allez nous quitter? Jamais plus, au contraire. Il y a une maison à vendre sur la colline tout près d'ici et je vais l'acheter, Phébé. Ce sera un habitat commode pour venir vous voir, chère Phébé.
et pour vous faire donner des leçons de musique par Béatrice, et pour emprunter Polly de temps à autre, et pour converser avec Lampe, mon ami. Ce sera un habitat commode pour être relié à volonté avec toutes sortes d'endroits et de personnes agréables. Quelle jolie chanson je vais pouvoir apprendre à mes élèves. Vous en ferez une Phébé pour l'avenir. Je vous laisse la musique. Que diriez-vous des paroles? Elles enchanteront Polly. Jadis, un vieux barbox vivait sur la hauteur. S'il n'en est pas parti, c'est encore sa demeure.